Alors, on va passer maintenant à notre conférencier suivant, M. Gilles Tremblay. On ne va pas vous en tenir rigueur pour... Alors, M. Tremblay est titulaire de l'École de service social de l'Université de Montréal. Il est travailleur social, formateur et conférencier. Il assume aussi la direction de l'équipe de recherche Masculinité et Société, qui regroupe 30 chercheurs provenant de 11 universités. Depuis plus de 30 ans, M. Tremblay s'intéresse à la condition masculine. Ses recherches et ses publications portent d'ailleurs sur plusieurs aspects entourant ces réalités, notamment la santé des hommes. M. Tremblay, tout comme M. McDonald d'ailleurs, j'avais oublié de le mentionner, n'ont pas signifié ou n'ont pas rapporté de conflit d'intérêts ou j'ai oublié mon mot. D'impression de conflit d'intérêts, c'est pas le bon mot, c'est quoi? D'apparence de conflit d'intérêts. Alors, M. Tremblay nous présente l'identité masculine, comprendre et intervenir. C'est à vous, M. Tremblay. Alors, merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. Désolé, j'ai pris la mauvaise sortie tantôt, pris dans le trafic. Alors, comme je voulais aussi qu'on donne un coup de main, que tout le monde en arrive en auto, plutôt que le métro qui était un peu compliqué. Alors, voilà. Désolé. J'en excuse énormément. Alors, effectivement, ça fait le son, oui, un peu comme ça. Bon, c'est mieux comme ça? OK. Donc, une trentaine d'années que je m'intéresse aux réalités masculines. Et pour faire un peu du pouce en même temps, ce que John pouvait apporter il y a quelques minutes, vous savez, de la trentaine d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser aux réalités masculines et voir comment intervenir, j'étais travailleur social dans le milieu, intervenant. Je rencontrais des hommes et des femmes en intervention, puisque je faisais beaucoup d'interventions de crise particulièrement. Et à l'époque, je me rendais compte qu'on gardait moins souvent les hommes, ou peut-être que ma façon de les accueillir n'était peut-être pas des meilleures. Et ni de mes collègues, d'ailleurs, c'est un peu comme ça, j'ai commencé à réfléchir sur l'intervention auprès des hommes. Mais je me souviens d'ailleurs, un type qui s'était séparé, qui est venu me consulter, et je lui pose la question, comment c'était avec ta conjointe, et qui me racontait comment c'était. Et je lui réponds spontanément, avoir été à la place de ta blonde, j'aurais quitté bien avant ça. Ce n'était pas la meilleure réponse à donner, vous comprenez bien. Alors, on ne l'a pas revu. C'est comme ça, je me suis posé, peut-être qu'il y a des problèmes dans mes façons de regarder et d'intervenir auprès des hommes, et peut-être c'est ça qu'il faut peut-être regarder de plus près. Et un peu dans la même ligne que John, dans le fond, sortait un peu tantôt, très souvent, quand on regarde des réalités masculines, on se retrouve avec des filtres de toutes sortes. C'est l'abuseur, c'est l'agresseur, c'est de toutes sortes. Alors, il faut souvent se défaire de nos filtres avant d'arriver à finalement commencer à rejoindre un peu cet homme-là qui est là et l'amener lui aussi à se défaire de ses fils pour qu'on puisse se rencontrer. Et c'est souvent un défi important. Et c'est un peu là-dessus que je vais vous amener. Dans le fond, John nous disait qu'il faut regarder un peu le côté positif, c'est un peu le message fondamental. On va essayer de voir aussi à travers cette présentation-là, avec quel bagage ce gars-là se débat, qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc, les objectifs un peu, mieux comprendre comment se construit un garçon, un homme. Je capturerai le petit mâle 101. On va vous donner un peu d'informations. Donc, les gars, les filles, si vous voulez savoir comment les gars autour de vous se construisent, avec quoi ils se débattent. Mieux comprendre comment ça influence le rapport au service et à l'aide en général. Mieux identifier les implicites aussi qu'on peut avoir comme professionnels, donc nos filtres qui viennent influencer dans notre rapport aussi aux hommes. Et quelques pistes peut-être rapidement nécessaires. Donc, comprenez aussi que l'ensemble de ces présentations-là au fil de la journée vous donne un portrait plus général de comment intervenir auprès des hommes. Donc, c'est une partie de ce qui se fait, je comprends, du programme général qui est là. Donc, la construction de l'identité masculine, un peu difficile parfois quand on regarde des questions de l'identité. C'est un débat relativement complexe. On a une partie des écrits qui nous vient de la sociologie. Notamment, on parlait tantôt de Connell, mais de toute la sociologie qui nous amène souvent une perspective critique macro, mais peu souvent comment l'individu, lui, fait ses choix là-dedans. À l'inverse, quand on va en psychologie, on regarde beaucoup comment la personne elle-même se débat avec elle-même, souvent avec la psychanalyse, avec l'inconscient. Quand on regarde l'environnement, généralement la famille, mais pas tellement plus.
Alors, la question, c'est comment on combine ces questions-là pour voir qu'est-ce qui m'est donné et qu'est-ce que j'en fais, puisque c'est une perspective où aussi on fait nos propres choix comme individu quand on se construit. Une perspective aussi en ayant en tête que ça se modifie à travers le temps, à travers les époques, mais ça se modifie aussi à travers les âges de la vie. Je ne suis pas exactement le même que j'étais à 18 ans, et j'en ai presque 62 maintenant. Donc, on traverse le temps, on fait des choix, notre identité se modifie, et parfois même change selon les contextes dans lesquels on est, on y reviendra. L'identité, c'est quelque chose de relativement complexe. Hein. C'est un processus, c'est un résultat, c'est une structure, ça joue aussi sur nos comportements. C'est un peu une synthèse de ce qu'on était, ce qu'on est, ce qu'on veut devenir en même temps. C'est aussi le producteur. Hein. Je me définis, je suis l'acteur et l'auteur de ce que je veux bien être. Ça s'exprime bien sûr à travers les rôles qu'on joue, comme professeur, comme conjoint, comme père, etc. Et bien sûr, c'est toujours nécessairement lié à ma biologie aussi. Je ne peux pas m'identifier autrement que par un sexe biologique homme ou un sexe biologique femme. Et on sait tous les débats que ça soulève chez les transsexuels. Donc, nécessairement, ça nous définit. Notre corps devient un élément important pour se définir nécessairement. C'est aussi social. Je ne peux pas me définir autrement qu'en relation avec les autres, que l'image que je veux donner des autres, mais aussi que l'image que les autres me projettent de moi. Nécessairement, donc, ce n'est pas que personnel. Et ce que je disais tantôt, c'est aussi situationnel. Et le bon exemple de ça, pour moi, c'est quand j'ai supervisé Simon-Louis Lajeunesse quand il a fait sa thèse de doctorat. Et Simon-Louis qui interviewait des jeunes hommes sportifs, donc dans les clubs de hockey, de football, etc., et qui nous racontait à Simon-Louis, à ce moment-là, comment il disait, qu'est-ce que c'est pour toi un homme, comment ça se fait, comment tu le vis à tous les jours. Et alors, il disait, les gars lui racontaient, je suis de telle façon avec ma gang de sport, mais j'en parlerai pas du tout à ma blonde. Mais voici comment je suis avec ma conjointe. Oui, je lave la vaisselle, je fais sur de la femme, mais je ne dirais jamais ça à ma gang de sport. Hein, deux contextes, deux identités un peu différentes jusqu'à un certain point. Donc, selon le contexte, on est là. Donc, on intériorise, on confronte des valeurs, des éléments qui nous ont donnés, un peu comme la question qui était soulevée tantôt, dans lesquels on fait des choix nécessairement. Quelque chose qui se construit, comme je disais tantôt, tout en courant de la vie, à partir de contexte qui nous est donné, de continuité, mais aussi de rupture à certains égards, ou de crise, pour employer l'expression que disait Erickson. De façon assez complexe aussi, l'identité, c'est à chaque fois que je dis « je suis hein, », ça fait partie de moi. Sur l'image corporelle, nécessairement, moi, je suis un petit homme, je ne suis pas un grand baraqué de 6 pieds 6, donc nécessairement, je dois m'identifier dans ce petit corps d'homme-là. Et donc, ça vient influencer notre origine ethnique, nos choix politiques, de religion, etc., dans lesquels on retrouve aussi, bien sûr, le rôle de genre, donc comment on se définit comme homme, plus particulièrement, mais l'amitié, le comportement et tout ça. Ce qui est un peu complexe, c'est dans toutes ces identités, il faut aussi travailler en faire comme une synthèse. Et parfois, il peut y avoir des contradictions. Vous voyez que je ne peux pas avoir une vision très genrée, très stéréotypée de mon rôle d'homme si je suis un travailleur social dans une profession nettement féminine, nécessairement. Il faut qu'à quelque part que je revoie mes rôles, à moins de viser de trouver rapidement un poste de cadre ou quelque chose du genre. Alors, vous voyez, il faut se redéfinir. Même chose pour l'orientation sexuelle, donc qui est influencée, qui s'inscrit aussi. Donc, je ne peux pas avoir une vision du genre de la même manière. Et on comprend que parfois, ça vient s'influencer influencer. Des gays, par exemple, qui se donnent une image de cuir très fort, très macho, hein, vous voyez ça, pour se redonner une image de masculinité dans un autre contexte. Donc, il peut donc se trouver une réalité très complexe de se former un tout de tout ça. On dit aussi qu'il y a des périodes un peu charnières, ça m'amène à distinguer deux éléments importants quand c'est la question de l'identité reliée au genre et au sexe. À 2 ans, 2 ans et demi, généralement, c'est autour de l'apprentissage de la propreté, donc c'est l'âge où l'enfant identifie qu'il est de sexe biologique, garçon ou fille. On s'entend généralement dans la littérature pour ça, ce qu'on appelle l'identité sexuelle. Alors qu'autour de ça, on apprend toute une série d'attitudes, de comportements, d'attentes sociales liées au sexe biologique dans lequel on est, qu'on appelle le genre, donc l'identité de genre. Et on sait que l'adolescence, c'est la période
qui est la plus stéréotypée de manière générale, la plus genrée, où généralement on tente de s'identifier là-dessus. Le genre, par contre, ce n'est pas nécessairement le résultat du sexe. Donc, on peut avoir des garçons très féminins, des filles très masculines, bon, etc. Mais c'est aussi très complexe. Donc, c'est lié aux pratiques individuelles et sociales associées, mais non pas exclusivement au sexe biologique, au fait d'être de sexe biologique. On parle aussi au pluriel, parce qu'il y a des multiples façons de le vivre, de le pratiquer, cette réalité-là de fait d'être homme, d'être notre genre, chez un même individu selon les contextes, et aussi au sein de la société dans des sous-groupes. Ça nous différencie effectivement, et ça va en complémentarité avec la question de tantôt, on n'est pas de Mars et de Vénus, mais on vient tous de la planète Terre. Hein? Donc, je pense que c'est souvent ce que j'insiste beaucoup. On est tous d'abord et avant tout des êtres humains. Et je lisais, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, une métasynthèse de recherche un peu partout sur le plan international pour faire des distinctions entre ce qui est masculin et ce qui est féminin. Et finalement, on ne retrouvait pas grand-chose, hein, très, très peu. Même sur le plan biologique, à part l'appareil génital et quelques plans sur le plan hormonal, pour le reste, hein, on a un estomac, un fouet, des jambes, des bras. Donc, les hommes et les femmes, on n'est pas si différents. Hein, donc, les différences entre les genres et entre les sexes ne sont pas si grandes que ça. On vient tous de la planète Terre. Une distinction importante, donc voilà. Donc, chacun de nous, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un élément important, et d'après moi, une des grandes révélations des recherches de Sandra Bem des années 70, on n'est pas féminité d'un côté, masculinité de l'autre. Elle s'est rendue compte qu'il fallait défaire ces échelles-là pour trouver des échelles qui permettent à la fois d'être regardées. On peut être à la fois très masculin, très féminin, ou peu masculin, très peu féminin, si on se réfère aux stéréotypes, par exemple. Donc, sur une échelle, on pourrait mettre du 0 à 100, on va aller. Donc, moi, j'aime même beaucoup mieux parler, et c'est l'exemple qu'on prend souvent dans l'information qu'on donne, de l'idée du iceberg, entre ce que je laisse voir et ce que je cache, mais la personne a tout le matériel. Elle est toute là, elle est entière, c'est d'abord une personne humaine. Donc, l'homme qui est devant moi, il est sensible, il est tendre, il est affectueux, même s'il a des fois l'air un peu rebêche à certains égards. Derrière cette image-là, il y a d'autres choses. Donc, c'est un être humain avec tout ce qu'il est. Et souvent, une partie de notre travail en intervention sera de permettre de laisser des choses émerger. Soit dit en passant, qu'il y a un bon outil de travail, même en intervention, puisqu'on peut regarder avec le gars en question où est sa ligne de flottaison, qu'est-ce qui se permet de laisser voir, qu'est-ce qui cache, et donc faire un bon échange autour de ça, puisqu'il est là, il a tout ce matériel qui est présent. OK. L'autre bout qui est intéressant de voir maintenant, c'est à partir de quoi les garçons, et comment ça se construit, avec quoi les garçons se débattent généralement. Et on se rend compte dans la littérature, différents, peu importe, selon la psychanalyse, selon l'apprentissage social, selon d'autres textes aussi de sociologie et autres, que généralement, le processus de construction de soi est un petit peu plus complexe chez les garçons que chez les filles actuellement, pour différentes raisons, et je vous en donne quelques-unes. La première, qui nous vient de Chodorow, qui disait, elle parle du deuil des premières identifications maternelles primaires. En fait, si on regarde, c'est que ça a tendance à changer, particulièrement un endroit comme le Québec, où les hommes participent de plus en plus aux soins de base, qui sont très présents. Mais il arrive effectivement que majoritairement, les hommes ont été davantage souvent éduqués ou prennent des soins de base dans la tendre enfance. Comme tous les bébés, c'est plus souvent les femmes qui le font. Alors, jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, pour le petit bonhomme, il s'identifie à sa mère, à la personne qui prend principalement soin de lui, comme la petite fille. Ça veut dire qu'à 2 ans, 2 ans et demi, quand il se rend compte qu'il est de sexe biologique, non pas comme maman, mais comme papa, ça veut dire qu'il doit faire un processus de rupture de deuil de ses premières identifications maternelles primaires. Processus qui va relativement bien quand le père est présent dans les soins de base autour, donc le petit bonhomme va se coller à papa. Si vous voyez aller des enfants de ces âges-là, c'est assez typique. Personnellement, j'ai des jumeaux jumelles en petits-enfants maintenant, et je me souviens à l'époque, quand ils avaient cet âge, le petit bonhomme se collait à papa et la petite fille se collait à maman. Donc, assez typique de ce côté-là. Malheureusement, si le gars est très peu présent, le père est très peu présent dans la maison, très peu présent dans les soins,
et que la mère s'occupe beaucoup toute seule des soins de base, elle risque de développer ce qu'Oscherson appelait une sourde colère intérieure. C'est-à-dire, des fois, elle a un peu ras-le-bol de s'occuper toute seule des enfants. Elle aimerait bien que monsieur en prenne plus. Hein, donc, ça se sent chez l'enfant. Même s'il ne dit rien, l'enfant, lui, le sent. Encore plus vrai chez nos couples séparés, divorcés, conflits entre les ex-conjoints, et que l'enfant se retrouve avec maman. Donc, et que la mère réagit nécessairement à l'ex-conjoint. Donc, comment, pour le petit bonhomme, je peux m'identifier à cet homme, qui est celui qui fait souffrir la personne que j'aime le plus au monde, qui est ma mère. Vous le voyez un peu, le conflit que ça amène. Donc, ça l'amène toujours à se développer par la négative. Je sais que je ne suis pas comme maman, biologiquement, je dois me définir différemment, mais je dois me construire, moi, en dehors, et je n'ai pas de modèle. D'autant plus vrai que si on regarde à la garderie, à la maternelle, à l'école primaire, où sont les hommes? Hein, très peu. On en engage très peu généralement. Ce ne sont pas des métiers qu'on a valorisés beaucoup chez les hommes, alors qu'on en aurait besoin. Alors nécessairement, ça a peu d'alternatives. Donc, on se définit par la négative, ce qui n'est pas toujours facile. Ce que je pense qui est féminin, je dois mettre ça de côté, ce qui n'est pas très facile nécessairement. Ou alors qu'au contraire, on se rend compte que quand les pères sont très présents dans les soins de base, ces garçons-là intègrent davantage, ont beaucoup plus d'attitudes prosociales, sont beaucoup plus relationnels que des garçons pour lesquels le père sont peu présents dans les soins. C'est assez marquant là-dessus. Deuxième question aussi, de point que je l'ai amené, c'est la survalorisation de l'autonomie. Les recherches de Pollack, entre autres, ont été très intéressantes là-dessus. Quand on regarde un peu nos façons de faire comme parents avec nos enfants, on est très différents si c'est un garçon ou une fille. Généralement, on a tendance à favoriser l'attachement chez les filles et l'autonomie chez les garçons. Je fais en résumé, je pourrais dire, un enfant se blesse, on va facilement prendre la petite fille, la cajoler jusqu'à temps qu'elle arrête de pleurer. Le petit bonhomme, béquille et bobo, retourne jouer. Hein, donc, débrouille-toi par toi-même. C'est le message implicite. Hein, c'est un garçon, il doit être fort. Un gars, ça ne pleure pas. Hein. On reste marqué par ces images-là, très fortement comme parents. Or, on sait par la théorie de l'attachement qu'il y a une séquence logique. Il faut d'abord développer l'attachement pour développer un sens de sécurité de base qui permet de prendre distance et développer l'autonomie. Les théories de Bowlby, Ainsworth et autres nous font des démonstrations évidentes là-dessus. Or, quand on développe l'autonomie en premier, avant l'attachement, ça fait une situation où, au fond de soi, on fait semblant qu'on est capable, qu'on est des grands, on veut montrer qu'on est capable, mais au fond de soi, on a toujours une forme d'insécurité de base. Alors, donc, rendu à l'âge adulte, hein, on va prendre notre carte, on va se débrouiller tout seul, même si des fois, on ne se retrouve pas avec sa carte, plutôt que de demander son chemin à d'autres. Hein. Oui, je la joke un peu à faire, mais vous voyez un peu aller le modèle. On essaie toujours de se débrouiller tout seul. Alors, donc, on développe moins le modèle relationnel chez les hommes là-dessus. Vrai aussi à l'adolescence, d'ailleurs, quand on regarde juste comment on se comporte avec nos adolescents. Vous savez, l'âge moyen des premières menstrues chez les filles au Québec. Avez-vous une idée? 11 ans et demi, généralement. 12 ans et demi, généralement, on a atteint la pleine grandeur. Donc, un an plus tard, on a une femme devant nous. Les garçons commencent la puberté généralement vers 11 ans, 11 ans et demi et finissent avec la barbe vers 15-16 ans. Donc, on calcule d'ailleurs que généralement, à l'adolescence, les garçons prennent 2 ans sur le plan de la maturité psychologique qui vont rattraper à la fin de l'adolescence, 22 ans à peu près à la fin de l'adolescence. Ce n'est pas juste quand on a le droit de voter ou d'avoir un permis de conduire. Donc, la fin de l'adolescence, au plan psychologique, on parle 20-22 ans généralement. Mais ça a aussi des attitudes, comment on est. Alors, comme parents, généralement, au Québec, on est comme ça. J'ai une fille qui est rendue maintenant à 33 ans. Quand on voit arriver les premiers symptômes, les seins qui bourgeonnent, on va s'arrêter, on va discuter avec elle, on va expliquer les choses. Et que quand les premières règles vont arriver, qu'elle n'a pas l'impression qu'elle va mourir sur place. C'est une chose normale de la vie, il faut se préparer. Et aussi, c'est un peu moins gênant pour elle d'avoir ce qu'il faut à l'école si jamais ça arrive ou quoi que ce soit. Donc, on va donner le minimum d'informations. Est-ce qu'on fait la même chose avec nos garçons?
combien de parents s'arrêtent avec leur garçon à l'adolescence pour discuter qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous savez qu'entre 12 ans et 14 ans, la testostérone se multiplie par 10. Effet assez évident, le petit bonhomme est bandé à peu près tout le temps. Un peu gênant parfois. Alors, pas très facile. Il va avoir probablement ses premières émissions nocturnes. Des fois, avoir l'impression d'avoir fait pipi au lit, il ne comprend pas pourquoi. Personne ne lui a expliqué. Alors, il doit se débrouiller. Encore une fois, on fait le message, débrouille-toi tout seul. Alors, se débrouiller tout seul pour un adolescent à l'âge moderne, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas l'information? On va sur Internet. Alors, si j'écris, je bande tout le temps. Hein, vous savez sur quoi on va tomber nécessairement. Donc, on va arriver sur la pornographie et ce qui est la première source d'information sur sa sexualité chez les garçons. Alors que les filles sont beaucoup plus informées généralement de façon un petit peu plus adéquate. Donc, on ne se surprend pas non plus que la façon d'envisager la sexualité n'est pas non plus relationnelle, mais de l'ordre de la génitalité, de la performance à la méthode de la porno. Alors, les attentes des garçons, nécessairement. Donc, ça nous pose aussi qu'est-ce qu'on leur offre comme idée. L'autre élément aussi intéressant, dans toutes les enquêtes qui ont été faites dans les années 80, 90, 2000, et qu'on demande à la population en général, que pensez-vous de, est-ce que c'est adéquat de 0 à 10, on se rend compte que de manière générale, on a des visions relativement éclatées des modèles chez les femmes, mais qu'on revient à des modèles toujours un peu relativement stéréotypés chez les garçons, chez les hommes. Double message. Et pourtant, depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on a beaucoup critiqué? Hein, c'est le modèle du macho. Alors, on se dit en même temps, soit macho ou ne soit pas macho. Alors, c'est difficile, sur le plan de l'identité, de se définir à travers deux messages contradictoires. Bref, ça fait... Et l'autre élément aussi rajouté, c'est les modèles négatifs dans les médias. Regardez un petit peu, ça commence un peu à changer dans la publicité, mais généralement, qu'est-ce qu'on met comme modèle d'homme? Hein, c'est des modèles, soit dans le cinéma, c'est les modèles de violence, hein, les modèles de films d'action, les jeux vidéo pour enfants, les garçons jouent beaucoup, hein, les fusils, et voulez-vous, ou encore, on a ce que j'appelle le niais de service, alors où on peut se moquer de lui. Pas capable de poser une tablette droite, on lui vole les clés de la Focus, il n'est jamais assez rapide pour prendre la Nissan dans sa conjointe, on lui donne, c'est quoi l'autre? Il y en a une qui est à quatre pattes avec une laisse comme un chien. Bref, des modèles où on se moque des hommes. D'ailleurs, il y a une des recherches de fait, comment dans les pays industrialisés, ce qui est payant actuellement, c'est se moquer des Blancs hétérosexuels qui ont une image hétérosexuelle. Et on ne peut pas se moquer des Noirs, on ne peut pas se moquer des femmes, on peut se moquer des hommes. Alors, vous voyez, donc les images, ou tu es un niais ou un violent. Pas très intéressant, nécessaire. Donc, ça fait une situation où c'est très difficile. Hein? Alors, et en même temps, on est dans une société à la fois qui nous met des modèles très forts, très puissants, et en même temps, on dit « définis-toi par toi-même hein? ». Donc, c'est où on est l'époque du selfie. Ce qui est plus populaire sur Facebook, c'est quoi? Prendre des photos de soi. Hein? Donc, je suis quelqu'un, je dois être devant la face, devant la population, je dois être quelqu'un. Puis en même temps, on envoie des modèles aussi très contradictoires, pas très faciles. Donc, une situation auquel la masculinité est toujours quelque chose que je dois prouver que je suis un vrai, que je mérite le titre d'homme. Pas toujours facile, nécessairement. Ça a des effets. Donc, nécessairement, je risque de devoir démontrer, je me construis par la négative, donc ce qui a l'air féminin, je mets ça de côté. Ça demande une certaine force personnelle pour dire non, j'intègre ça, ça fait partie de moi. Surtout si j'ai eu des bons modèles et qu'un père a été très présent et qu'il l'a fait. Chercher à démontrer donc sa masculinité. Je ne vais pas prendre juste une bière, mais je vais en prendre toute une. Je vais prendre toute la caisse au complet. Je ne fais pas juste un peu d'entraînement physique, mais je vais faire du surentraînement pour prouver que je suis quelqu'un. Je vais cacher ma vulnérabilité, miser beaucoup sur l'autonomie, non pas l'affiliation. Maintenir un certain sentiment d'insécurité. On se débat nécessairement et toujours un sentiment d'inéquité. Je ne suis pas vraiment l'homme que je devrais être, ou l'impression que des fois, je projette une image que je ne suis pas vraiment. Et là, donc, le sentiment qu'on appelle l'imposteur, qui peut être très présent. Bref, on se définit aussi pour se construire comme homme en faisant un peu une désensibilisation, une dissociation de soi dans ce modèle où
si j'embarque dans les pressions sociales qui sont là, auxquelles je dois un peu me distancer sur le plan du corps. Hein? Je suis capable d'en endurer, pas grave. Et on se comprend nécessairement. D'ailleurs, quand on a fait l'enquête de Santé Québec, très intéressant, regardez l'ensemble des principales maladies au Québec, autodéclarées. Il y a toujours plus de femmes qui se déclarent être atteintes des maladies. Et quand vous regardez qui en meurt, il y a absolument plus d'hommes qui meurent des mêmes maladies. Un écart entre l'objectif et le subjectif. Hein? Donc, la carapace d'acier qu'il faut être en mesure de foncer et d'aller de l'avant. Même chose sur le plan émotionnel. Un gars, ça ne pleure pas, on l'entend encore malheureusement. Et les seules émotions qu'on va valoriser vraiment, c'est l'agressivité ou la violence, l'agressivité ou la colère, moins les émotions de tendresse et tout ça. Fort heureusement, on le met d'avant aussi de plus en plus, mais ça, et des dissociations sur le plan relationnel qui amènent donc éventuellement de l'homophobie, tendance séduction, ou ce que Lynch Kelly Martin disait, des relations où on n'est ni trop proche ni trop loin, qu'on a plein de monde, mais pas trop dans la sphère de l'intimité. Alors, quand on regarde, qu'on demande aux hommes québécois, par exemple, avez-vous des confidents intimes? Et des confidents intimes à qui vous confiez? Et combien? Et généralement, les gars en ont un tout au plus. En fait, il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui disent qu'ils n'en ont pas. Quand ils en ont un, généralement, c'est la conjointe. Éliminer la conjointe, donc cas de séparation ou divorce, il n'y a plus de confidents nécessairement. Alors que généralement, les femmes ont 3, 4 bonnes confidentes, donc ce qui permet qu'en cas de difficultés importantes avec le conjoint, par exemple, on va se retrouver d'autres confidents. Ça fait toujours donc un sentiment auquel je suis, le temps passe très vite, je suis un peu en deçà de ce que je pense que je devrais être. Donc, une émotion qui est souvent présente chez les hommes, c'est la honte. On a vu dans le travail auprès des femmes, qui est très intéressant, c'est que souvent, on demande à une femme, qu'est-ce qui se passe? On se trouve que c'est la culpabilité. Hein? Une femme est victime de violence conjugale, on va dire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Non pas qu'est-ce que lui a fait de pas correct, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? Chez les hommes, on trouve une émotion cousine ou voisine en intervention, donc c'est particulièrement important, qui est la honte. Donc, je ne suis pas ce que je devrais être. Ce qui est très particulier avec la honte, c'est que c'est l'émotion qui suscite le plus de mécanismes de défense, et avec raison, parce que si je l'amène au bout, c'est pas ce que j'ai fait de pas correct, mais c'est moi qui ne suis pas correct. Donc, facilement, on va traduire le commentaire, c'est un comportement pas correct, par exemple, en « je sais que je ne suis pas correct ». Je sais que je suis poche. Donc, on le traduit en « moi » comme individu, et à la limite, c'est le droit de vie qui est présent. Et on comprend du même coup pourquoi on va chercher les taux de suicide plus élevés. Hein, je n'ai pas le droit de vie nécessairement si je n'atteins pas ces standards relativement élevés qu'on m'amène. Ça va jusque-là? Donc, les gars se débrouillent un petit peu avec tout ça. En même temps, il y a toutes sortes d'influences qui amènent. Et dépendamment comment on a pris du recul de ce modèle, on peut se construire complètement différemment et ça va bien. La majorité des hommes vont bien, hein? Il faut se le rappeler. Mais des gens qui sont plus sensibles à ces pressions-là risquent d'avoir plus de difficultés nécessairement. Donc, ça vient influencer dans le recours au service. On le sait donc à tous les âges de la vie, sauf jusqu'à 12 ans. Généralement, chez les jeunes, tant que c'est les parents qui décident, chez les jeunes, il y a plus de garçons que de filles qui consultent, entre autres dans les CLSC au Québec, puisque les troubles de comportement, un petit peu plus de garçons, l'hyperactivité, un peu plus de garçons, les accidents aussi, quand on se blesse en jouant, il y a plus de garçons que de filles. Donc, on a plus de garçons que de filles jusqu'à 12 ans. Et dès que 12 ans arrive, beaucoup plus de filles à tous les âges de la vie. Donc, les consultations sont souvent plus tardives, hein, généralement. Moins d'hommes qui ont un médecin de famille. Je vous ai mis des chiffres au Québec, donc 73 comparativement à 84 chez les femmes. Moins nombreux à consulter sur le plan psychosocial, moins de comportements préventifs nécessairement, tendance toujours à chercher à se débrouiller tout seul, même quand l'aide aurait besoin. Quand on demandait aux gars si vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que vous faites? Ah, je vais me débrouiller tout seul. 85 des gars, dans l'enquête qu'on a faite l'été passé au Québec, sur 2084 hommes, nous ont dit « je vais tout faire, me débrouiller tout seul ». On a dit, tu as besoin d'aide, il faut que tu consultes pareil. Il y en a 50 48,8 qui nous ont dit, malgré ça, je me débrouillerai tout seul.
Donc, c'est très fort, cette idée-là. Donc, faibles, puis souvent connaissent peu les services qui sont disponibles. Une, juste savoir qu'est-ce qu'on offre comme revues populaires. Hein, les revues populaires que les femmes en général lisent, Elle Québec, Châtelaine, et j'en passe. Il y a plein d'informations de toutes sortes dans la vie quotidienne. Les revues populaires que les hommes lisent, quelles sont-elles? Journal du VTT, le catalogue Canadian Tire, et j'en passe, du genre. Alors, vous n'avez pas beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne, un service nécessairement, quel service pourrait vous aider si vous avez des difficultés sur le plan personnel. Alors, ça devient beaucoup plus difficile nécessairement. On leur offre peu d'éléments pour les informer, contrairement, dans ce sens-là. Demander de l'aide aussi, ça demande des efforts. C'est des étapes. Tout le monde passe à travers 3 étapes, généralement. Donc, il faut percevoir que j'ai un problème, il faut décider de faire de quoi, il faut passer à l'action. Et nécessairement, donc, le processus de socialisation qu'on a vu tantôt, ne donnait peu de moyens aux hommes de détecter d'abord les symptômes de base. Hein, souvent, il faut que la sonnette elle sonne très, très fort avant de se rendre compte qu'il y a un problème. Puisqu'ils ont appris à se déconnecter nécessairement, c'est ce qu'on leur a appris de faire. Décider de passer à l'action, donc ça demande aussi un effort. Il faut connaître les services et souvent on va plutôt prendre d'autres moyens. Je peux très bien décider, par exemple, je suis un peu plus anxieux, je vais prendre une bière de plus ce soir, puis finalement une autre bière, et souvent on va créer un autre problème plutôt que de passer à une action qui va vraiment changer la situation. Et quand il est temps de passer à l'action, il faut-il connaître les ressources, il faut-il savoir comment ça marche. Ils n'ont pas lu le Québec, ils n'ont pas lu Châtelaine, et nécessairement, donc, ils peuvent attendre beaucoup plus tard. Et souvent, ils savent plus ou moins comment ça marche. Je me souviens d'ailleurs d'un client qui me disait, il est arrivé dans mon bureau, il cherchait le lit pour s'étendre parce qu'il avait vu ça dans un film de Woody Allen. Et souvent, la question qui est posée en consultation, hein, c'est « Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? » Alors que rarement, une femme va nous poser cette question-là. Elle arrive, elle déballe son baratin et elle y va. Donc, ça montre comment on connaît moins et qu'on les a moins donné des outils pour y arriver. En même temps, et c'est l'autre bout que je veux soulever, ou ce qui est quand même important, et que John nous apportait aussi tantôt beaucoup, c'est comment aussi on a des biais. Souvent, on se retrouve dans un mécanisme très complexe pour avoir accès à l'aide. Il faut des fois passer à travers plusieurs étapes. Notre réseau est très complexe actuellement. Or, si j'ai attendu à la dernière minute, je suis en situation de crise, la complexité, là, ça peut être fatal. Non, ce n'est pas moi, c'est mon voisin, c'est l'autre qui s'occupe d'eux. Vous n'êtes pas adressé au bon service. Hein. Vous connaissez un peu le processus. Ça peut être effectivement. On est aussi souvent dans des processus diagnostiques. On est des professionnels en haut qui viennent décider sur des patients, pour employer l'expression que les médecins utilisent, en bas, une perspective verticale où on diagnostique le problème. Alors, on lui dit, dans le fond, on lui enlève de son pouvoir, on lui dit, t'es moins que rien, c'est moi qui décide, et qui va être capable de dire ce qui ne te va pas pour toi. Alors qu'il est tout à fait contraire au processus qu'on apprend dans la masculinité, dans la socialisation masculine, alors qu'on devrait au contraire lui donner un autre élément. Donc, souvent, peu de pouvoir dans le processus qui est là, on enlève le pouvoir qui est là. Et c'est justement le processus, d'ailleurs, le paradoxe que mettait Brooks, en disant, quand on regarde un peu les éléments de la masculinité traditionnelle, qu'est-ce qu'ils comportent comme exigence, et qu'on regarde maintenant qu'est-ce qu'on demande dans le processus de demande d'aide, on est exactement à l'inverse. Autrement dit, c'est comme si on demande à un gars, pour demander de l'aide, de s'habiller en femme. On n'est pas conscient de ça. Il n'est pas demandé de l'aide. Oui, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour rendre l'aide accessible et qui corresponde à d'autres formes que ce que j'ai appris à faire? Hein, ce processus-là, il est plein d'implicites qui a des impacts importants. Et ça, on est peu conscient de ça. Plus encore, hein, généralement, on se rend compte que, entre autres, c'est un des commentaires du rapport Rondeau à l'époque, que souvent les intervenants, les intervenantes connaissent moins bien le langage masculin. Alors, vont moins dire, par exemple, hein, quand les gars, par exemple, vont peut-être moins souvent dire à leur blonde « je t'aime », mais ils vont faire plein d'affaires pour prouver qu'ils les aiment. Alors, c'est souvent dans l'action
qui vont parler. Donc, comment, à travers l'action, il dit des choses. Donc, ça veut dire aussi, nous, comme intervenants, de décoder des fois des messages. Parfois aussi l'agressivité qui est considérée comme de la violence. Il y a plein d'exemples qui sont ramenés. Je pense à une des études de Dulac, quand il ramenait le monsieur qui est arrivé au comptoir au CLSC pour dire « j'ai besoin d'aide », et que la réceptionniste a été un peu pris de panique. Elle dit « asseyez-vous là, asseyez-vous là ». Et c'est les 2 policiers qui sont venus recueillir monsieur. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure réponse à donner nécessairement. Donc, sa demande d'aide et de cogner sur le comptoir, ce n'était pas la meilleure façon. Mais lui, ça montre aussi sa détresse ou quel point il était mal dans sa peau. Et au lieu d'accueillir cette détresse-là, on l'a réprimé. Donc, on traduit rapidement agressivité comme si c'est de la violence. Et toute agressivité n'est pas violence. Il faut faire bien attention aussi là-dessus. On part encore beaucoup, notre image, nos filtres du mâle toxique qui est très présent. Alors, il ne sait pas exprimer ses émotions, il ne sait pas se faire ci. C'est un violeur potentiel, c'est bon. Et on en passe, et nécessairement qui vient nuire. Et malheureusement, nos services sont souvent conçus qu'on voit, et c'est aussi négatif pour les femmes que pour les hommes, quand les femmes comme étant faibles, ayant besoin d'aide, qu'on les supporte, et les hommes comme étant violents, forts, qu'au contraire, qu'il faut les contrôler davantage. Donc, nécessairement, ces perspectives-là ne nous aident pas. Donc, il faut se défaire de ces filtres-là si on veut être en mesure d'être en relation adéquate avec les hommes. Quelques clés peut-être intéressantes, je vous en amène quelques-unes, qui peuvent être là, qui montrent comment on peut aussi utiliser des modèles. Non. La première chose, il faut faire preuve d'ouverture. Alors, si je pars du principe que c'est uniquement de cette façon-là qu'il faut faire l'aide, qu'il faut faire le soin, ça risque d'être limité. Partir aussi d'une perspective qui est non-jugement. C'est un des éléments aussi qui nous sont ressortis dans l'enquête l'été passé, dans la métasynthèse qu'on a fait aussi des études québécoises. Le non-jugement, l'ouverture, montrer qu'on peut parler de soi ouvertement. Avoir aussi une attitude des fois qui est proactive, pas toujours attendre que la demande d'aide formelle. Donc, aller dans les entreprises, aller... Bon, un exemple qui est intéressant en Australie, d'ailleurs, là-dessus, où les samedis matins, il y a des fois une caravane qui arrive pour faire les dépistages dans les quincailleries. Où sont les gars les samedis matins, dans les quincailleries, pour aller chez Canadian Tire ou Home Depot ou autre. Alors, on peut effectivement utiliser des occasions comme ça. Aller dans un centre sportif, là où ils sont nécessairement, pas toujours attendre qui est là. Et là-dessus, il y a quelques bons exemples avec Équilibre, entre autres sur la question de l'alimentation, qui est allé faire un programme sur l'alimentation dans les milieux de travail typiquement masculins, en adaptant des modèles. Donc, on n'attend pas toujours qu'ils viennent demander de l'aide quand c'est rendu trop tard, mais on peut aller être beaucoup plus d'avant. Être dans une perspective qui est beaucoup plus horizontale dans nos façons d'envisager les services, où le gars, on sait, l'autonomie est une valeur extrêmement importante pour les hommes. Ça ressortait encore dans le sondage, dans la métasynthèse. Donc, les gars ont besoin de sentir qu'ils ont les 2 mains sur le volant. Quand ils viennent nous consulter, ce n'est pas qu'ils sentent qu'ils doivent nous donner les clés de leur auto. Au contraire, ils ont les 2 mains sur le volant, moi je suis le copilote. Alors, si c'est une perspective comme ça, les gars embarquent très bien. Ce n'est pas difficile. Mais si on est au contraire dans une perspective hiérarchique, où il y a l'impression qu'il nous donne les clés, c'est toutes nous qui vont décider, que lui n'est plus expert de rien, ça ne marche pas. Alors, lui, il est l'expert de sa vie. Moi, je suis l'expert sur d'autres éléments pour lui donner un coup de main pour que lui prenne le contrôle de ce qu'il est là. Donc, intérêt à ouvrir le champ des possibles. Donc, un peu l'image, effectivement, qu'on ne vient pas de Mars ou de Vénus. Donc, s'il y a une conception plus de Mars, on va peut-être l'aider tranquillement pas vite à ouvrir qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses qui sont là. Et bien sûr, aider à briser l'isolement. Un des problèmes majeurs, c'est d'être en relation, cette habilité-là, d'être en relation. On a plus socialisé les filles que les garçons. Il faut développer cette capacité-là, les outiller davantage, d'utiliser plus les liens sociaux qui sont autour d'eux, les collègues de travail, les amis, les parents, pour être en mesure, effectivement, de développer un bon réseau. L'impact du réseau de soutien, John en a parlé tantôt, c'est particulièrement important et c'est une des lacunes les plus importantes. Voilà, je vous ai mis aussi l'adresse de l'équipe Masculinité et Société.
On a produit aussi, il y a quelques années déjà, un manuel qui s'appelle « Regard sur les hommes et les masculinités, comprendre et intervenir ». Le projet, je vous parlais tantôt aussi, sur perception des hommes québécois, leurs besoins psychosociaux et de santé. On devrait faire une téléconférence ouverte dans le cadre de la Journée internationale des hommes, le 19, en lien avec le ROIM et le regroupement provincial de santé et bien-être des hommes. Donc, on devrait diffuser aussi plus largement à ce moment-là, mais les données sont déjà disponibles aussi sur le site, les 3 premiers rapports sur le site de l'équipe. Voilà, en tout cas, j'ai lancé rapidement une série d'éléments. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Oui. Alors, on n'a pas de questions de la part des sites de visio. Est-ce qu'à Montréal, vous avez des questions? Bon, je vais me risquer encore une fois. Ah oui, oui. Lynn Messier, nutritionniste clinicienne. Félicitations pour votre très intéressante présentation. Je me demandais, ici au Québec, à Montréal, où en sommes-nous avec l'éducation des intervenants par rapport à toute cette problématique-là, autant hommes que femmes? Oui, en fait, toute la formation des intervenants, c'est une question fondamentale. C'est une question clé qui était ressortie du rapport Rondeau en 2004. Le ROIM, le regroupement des organismes pour les hommes de Montréal métropolitain, a produit un rapport en 2013 sur l'état des besoins, des situations des hommes de la région. C'était un problème fondamental qui était ramené. L'agence, quand ça existait encore, il n'y a pas longtemps, a commencé à produire un premier jet et on a commencé à former des gens de l'île de Montréal l'hiver dernier, avant la fin de l'agence. L'espace de quelques mois, il a fallu faire plusieurs groupes, mais on était dans un processus de réorganisation et malheureusement, les derniers groupes, même, il n'y avait pas tant de monde que ça, malheureusement. Et là, ça a un peu comme, tout est un peu en suspens dans la réorganisation qui est là. Vous savez que dans le mécanisme au Québec, après le rapport Rondeau, il y a eu un responsable du dossier santé des hommes au ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est Michel Lavallée. Et ensuite, il y a eu des responsables dans chacune des agences. Actuellement, dans la réorganisation avec les CISSS et les CUSSS, plusieurs régions actuellement, les responsables ne sont pas nommés. C'est un dossier qui est en suspens et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. On est en contact, nous, avec quelques régions, là, justement dans le cadre de l'équipe, pour tenter d'avoir des appuis aussi, parce qu'on trouve important d'être lié avec le réseau. Et malheureusement, là, il y a quelques régions qui nous disent on ne sait plus maintenant qui est responsable, on ne sait plus qui va prendre le dossier, comment ça va aller. Ce qui fait qu'il y a un peu un suspens là, dans l'étape actuelle. Mais c'était une volonté de la dernière année, dans la région de Montréal, en tout cas, ça a voulu. Il y a des choses qui ont commencé. On a fait 6 groupes, janvier, février, mars, 2 jours de formation clés pour donner un peu un coup de main avec les C3S, principalement. Mais là, bon, comment ça va se réorganiser? Théoriquement, c'est le CUSS de Jeanne Mans qui a le mandat, mais qui, c'est pas finalisé. D'autres questions? Peut-être j'en aurais une pour vous. Oui. Vous avez parlé du fait que les hommes veulent à tout prix s'arranger tout seuls quand ils sentent même qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, avec le 84 %. Puis même après, vous avez dit 50 % même vont continuer avec cette idée-là. Donc, pour ceux qui décident finalement d'aller consulter, ils arrivent avec un sentiment d'échec dans le bureau, évidemment, parce que j'imagine, donc il y a cette barrière de plus-là, donc j'imagine qu'ils n'arrivent pas avec les 2 mains sur le volant. Là. Non, pas nécessairement. Ils en ont un peu juste une, puis il faut les aider avec une relation un peu plus horizontale à remettre leurs mains sur le volant, puis Et souvent, ils arrivent plus en situation difficile en bout de liste, et souvent avec une main encore sur la poignée de porte, en disant est-ce que je suis bien placé, est-ce que c'est correct ce que je fais, est-ce que la personne est bien à l'aise de m'écouter, est-ce que c'est la bonne porte, parce qu'ils ne sont pas sûrs dans le processus que ça va être la bonne porte. Donc, il y a vraiment ce travail-là de prise de relation, de contact. Des premières minutes vont être particulièrement importantes pour sentir qu'on est prêt à les écouter, à les entendre tels qu'ils sont dans leur vécu ici et maintenant. Donc, il y a peut-être un temps supplémentaire à prendre avec le patient pour
établir une Oui. bonne relation. Le pas temps. sauter tout de suite au problème en question. Effectivement. Il y a des chances aussi que le gars vérifie. Un Ouais. peu comme il se passe, je ne confie pas mon auto à n'importe quel mécanicien. Ouais, Je vais m'assurer d'avoir l'information si c'est un bon mécanicien. ouais. Ou je vais aller voir éventuellement, je vais aller te voir parce qu'on m'a dit, c'est toi qu'il faut que j'aille voir. J'ai quelqu'un, un ami, qui m'a dit, va donc voir Nathalie. Mais nécessairement, il y a des chances que je vienne te voir parce que mon ami t'a dit de te voir. Et là, j'ai confiance en toi. Alors, il y a tout ce travail de relation qui est important à établir les premiers temps. Mais une fois que c'est fait, c'est là. C'est pas plus difficile. Une fois qu'on crée le contexte possible, les gars parlent de tout. Alors, c'était assez impressionnant parce que je me souviens, moi, les premières années, quand j'ai commencé à intervenir, à me préoccuper de ces questions-là et que je m'impliquais en prénatal, ma collègue disait, moi, c'est pas facile avec les gars qu'on va impliquer en prénatal, mais qu'au moment où on a créé le contexte, on co-animait hommes-femmes, des ateliers pour les hommes, des ateliers pour les femmes, des parties, les gars, on les mettait ensemble. Ça parlait, il fallait les arrêter. C'était des fois plus dur à arrêter que les femmes. Alors, il y a quelque chose là, c'est pas... L'expression de soi n'est pas difficile, c'est de créer le contexte. Environnement. Alors, il y a toute l'idée des freins qui sont là parce que je n'ai pas appris à le faire, parce qu'on m'a dit que ce n'est pas correct, puis il faut que je vérifie à quelque part si c'est possible, si la personne qui est autour de moi ne viendra pas me juger ou me donner un coup de jarnac par l'arrière. Alors, nécessairement, je vérifie des choses. Mais une fois que ce lien-là est fait, ça va bien. C'est pas difficile. Merci. Une question, oui. Ah, est-ce que la lumière est allumée? Est-ce qu'il y aurait des outils pour les intervenants justement pour vous aider à rester copilote et non pas être là à suggérer des solutions, puis finalement, tu sais, c'est ça, de mettre les mains sur le volant, parce que je trouve que c'est ça aussi qu'on apprend Oui. des fois comme façon de faire. Oui. Mais je pense qu'il faut se rappeler quel est mon rôle fondamental. Et c'est vrai aussi avec les femmes, hein? Parce que c'est des fois la même tendance avec des femmes qu'on pense faibles et qu'on veut prendre en charge à leur place. Au contraire, il faut leur donner du pouvoir. Que ce soit un homme ou une femme, il faut donner du pouvoir pour que ces personnes-là prennent le contrôle de leur vie. Et moi, je suis toujours un copilote. Et c'est vraiment se défaire de cette perspective, pour employer un peu dans le même veine que parlait John tantôt, de la perspective biomédicale, diagnostique, qu'on apprend beaucoup en psychologie dans d'autres disciplines aussi, là, que moi, je suis la personne qui a la connaissance, qui est en mesure de dire des choses. Alors, quand on part plus d'une approche collaborative, ou au contraire, la personne, moi, je suis là pour donner un coup de main à la personne qui est maître de sa vie. Et mon objectif, c'est lui donner des outils pour qu'elle soit encore davantage maître de sa vie. Et ça, c'est vraiment une perspective différente, un paradigme différent, pour employer l'expression plus théorique, où on part non plus du principe que l'intervenant est le porteur de la connaissance, mais que la principale personne qui est porteuse de la connaissance, c'est d'abord la personne qui est devant nous en besoin d'aide ou de conseils quelconques. Elle est d'abord la principale experte de ce qui se passe. Et c'est pas rare que je vais faire des conseils, que des fois, mes conseils ne conviennent pas. Et moi, je dis toujours, je vérifie. Moi, je suis là pour te suggérer des choses. C'est toi qui es maître qui va me dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Et c'est toi qui es le plus en même. Et si ça ne marche pas, c'est vraiment moi qui est dans l'erreur. Pas toi qui es dans l'erreur. C'est moi qui me suis pas bien ajusté. Merci. Ah, d'autres questions? Oui? Oui. Myriam Géani, nutritionniste. Ce que vous décrivez, en fait, n'est-ce pas l'entrevue motivationnelle, tout simplement? J'entends pas, je m'excuse. Ce que vous décrivez, ça sonne comme étant l'entrevue motivationnelle, tout simplement. Oui, effectivement, l'entretien motivationnel là-dessus est un bon outil de travail avec les hommes. D'ailleurs, si on regarde un peu Miller, qui a construit l'entretien motivationnel, qui est dans la perspective aussi de Prochaska et d'autres, ces gens-là ont travaillé principalement en toxicomanie, qui on a principalement comme clientèle en toxicomanie, en 80% à peu près de la clientèle dans les centres de toxico, ce sont des hommes. Alors, ils n'ont pas le choix d'adapter et de créer des modèles qui vont permettre de rejoindre des clientèles masculines. Alors, effectivement, ces modèles-là sont très bons
pour intervenir auprès des hommes de manière générale, il faut partir du principe qu'il est maître de sa personne. Je suis là pour le soutenir et savoir non plus, pas juste avoir des perspectives où on part de l'action, que la personne est prête à aller de l'avant, mais avant de passer à l'action, il y a tous des processus de réflexion. Quand je parlais tantôt des 3 étapes de demande d'aide, donc avant de voir que j'ai un problème, avant de décider de faire de quoi, il y a des choses qui se passent et là, on peut soutenir aussi, même dans ces périodes-là. On a un rôle comme intervenant, comme intervenante qui est là. D'où l'importance aussi d'avoir des approches proactives, pas juste attendre dans son bureau que la personne vienne consulter à la méthode bancale. Tu me demandes, je te donne, tu me demandes, je te donne. Alors, les méthodes bancales, là, ça a une capacité, mais ça a aussi des limites, pour en être conscient. Merci. Dernière question. Vous m'entendez bien? Oui. Merci, je suis professeure au département de nutrition. Merci pour votre présentation. Au-delà de la nature de l'intervention comme telle, est-ce que, de manière générale, les hommes ont tendance à rapporter plus de satisfaction si l'intervenant est un homme ou une femme? Bonne question. Dans le sondage l'été passé, on a posé la question, qu'est-ce qui sont vos facteurs pour choisir une ressource? Et c'était l'un des derniers facteurs, c'est-à-dire qui rejoignait à peu près 12 % des hommes qui disaient le sexe de l'intervenant ou de l'intervenante va influencer ma demande d'aide. Donc, quelques-uns de manière générale, pour qui ça peut être très important, mais la forte majorité, ce n'est pas tellement ça, comme est-ce que la personne est professionnelle devant moi? Est-ce qu'elle est capable de m'écouter, de m'entendre, de ne pas me juger? Bon, c'est vraiment ces questions clés d'accueil, de relation qui sont fondamentales, que des hommes aussi bien que des femmes peuvent très bien faire en relation. Comme c'est vrai d'ailleurs avec des femmes, hein? C'est pas nécessairement, même en violence conjugale, c'est pas nécessairement une femme qui est toujours la mieux placée. Il y a des femmes qui aiment autant que ce soit un homme qui intervienne. Alors, des fois, il y a toute l'histoire aussi du client ou de la cliente. Alors, si je suis un gars que je vais consulter, mais j'ai une relation très difficile avec ma mère, il y a des chances que j'ai plus de difficultés qu'une femme intervenante. Alors qu'au contraire, avec mon père, c'était plus facile. Si au contraire, avec mon père, ça a été très difficile dans mon enfance, et à chaque fois que je voulais parler de quelque chose d'un peu plus personnel, je me faisais rabrouer, ou que mon père abusait de moi, m'a battu, ça se peut bien que probablement qu'une femme va, dans un premier temps, va être beaucoup plus facile pour me livrer. Alors, il y a plein de facteurs qui m'ont influencé dans qui est le meilleur intervenant ou la meilleure intervenante, mais c'est surtout, d'abord et avant tout, la capacité relationnelle, les qualités professionnelles de la personne, la capacité de décoder le langage de l'autre, de bien, ce qu'il n'a peut-être pas dit avec des mots, que je suis capable, moi, de mettre des mots sur lui, sur ce qu'il vit, et à partir de ça, qu'il se sente écouté, entendu, reçu dans tout ce qu'il est. Mais c'est une question qui revient souvent, qui est très importante, effectivement. Mais par contre, cela étant dit, pour un certain nombre, c'est quand même important. Il ne faut pas négliger non plus. Or, dans notre réseau, on n'a pas beaucoup d'hommes, très souvent. Fait que ça pose aussi des questions d'avoir aussi de temps en temps des hommes disponibles, tout au moins. Merci beaucoup, M. Tremblay.